was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Hello Jedi, ça va? Ça va très très bien. Et toi, François? Ça va super. Je viens d'obliger Jedi à écouter le Sea Shanties, c'est l'espèce de de clip viral qui tourne en ce moment sur TikTok et qui a été du coup repris sur YouTube, sur Twitter et tout le monde en parle, même Elon Musk en a fait un tweet. Donc ça va être notre nouvelle... Notre nouvelle intro, je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur, j'imagine que oui, mais bon, on va trouver un moyen de contourner ça ou de s'arranger avec le type. Mais je trouve ça génial que reviennent à la mode comme ça les chants de marins. Et en plus, si tu écoutes un peu les paroles, ça parle en fait d'un armateur qui va chasser la baleine et qui revient avec toute une série de biens en tout genre exotiques. Et je trouve ça génial, ça reprend vraiment un petit peu l'idée du podcast, je trouve. Et d'ailleurs, il y a quelques théoriciens qui ont comparé en fait les startups et tout la venture capital, justement à cette époque où il y avait des armateurs qui construisaient des bateaux et qui les mettaient sur l'océan pour aller explorer, rapporter des biens. Et c'était des entreprises très risquées, souvent d'ailleurs qui terminaient au fond de l'océan. Et je trouve ça génial. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu aimes bien la musique aussi. Non, grave, en fait, tu me l'avais envoyé ce matin, j'avais écouté un morceau, pas l'entièreté, mais non, là, j'ai écouté l'entièreté et c'est vrai que c'est kiffant, il y a une vibe prenante. Moi, je viens de regarder la dernière saison de Viking. Et déjà, le son d'intro est incroyable. Du coup, j'ai été revoir qui était le groupe qui l'avait fait et je me le suis enregistré sur Spotify. Et tous les sons déjà de vikings nordiques de l'époque, je kiffe grave. J'ai toute une playlist là-dessus où des fois je me fais des sessions pendant 1 heure, 2 heures où j'ai l'impression que je deviens un guerrier et un pirate. Et en vrai, rien du tout, je suis dans mon vieil appart au centre de Paname, rien à voir. Ça. Mais ouais, non, grave. Et non, le son est cool. Moi, je valide. Cette Et du faculté à coup, attends, l'idéation, tu c'est parles extraordinaire. de... Grave. Et tu parles de TikTok. C'est quoi le rapport avec TikTok? Parce que t'as essayé de me l'expliquer, j'ai pas vraiment compris. Alors du coup, je vais réessayer de l'expliquer là en live. En fait, c'est un musicien chanteur qui a repris cette chanson, qui la chante. Et puis derrière, tu as d'autres TikTokers qui viennent ajouter par-dessus leur contribution vocale. Alors, tu as une voix de baryton et tu as d'autres types de voix qui viennent s'ajouter et ça donne super bien. Il y en a même qui ont fait d'autres styles avec un violon derrière, etc. Et la vidéo, la musique que je t'ai fait écouter, du coup, c'est un type qui a remixé ça en mode vraiment, je sais pas si on appelle ça de la techno ou. Il y a un petit côté beaucoup plus entraînant et beaucoup plus moderne dedans, et je trouve ça génial. En vrai, mais la chanson classique est sur YouTube, on peut la retrouver. On mettra le lien d'ailleurs dans la description, comme ça, les puristes pourront s'y retrouver. Et du coup, en fait, je voulais introduire le sujet aussi en parlant de Rage, d'autodisciple. Alors, je sais que tu le connais très très bien, tu as même fait déjà une interview avec lui. Donc, Rage, c'est un YouTuber qui fait une chaîne en fait sur le développement personnel. Et il résume des livres, etc. Il a remis sa chaîne il n'y a pas longtemps, il l'a d'ailleurs ouverte au public. C'était un mouvement que j'avais jamais vu, un move que j'avais jamais vu avant. Et il s'est consacré en fait à l'écriture d'un livre qui est sorti il y a quasiment 1 an déjà maintenant, et c'est un livre audio que j'ai réécouté récemment. Et il y a une partie dont je voulais parler, et je veux trop avoir ton avis là-dessus, parce que je trouve ça trop intéressant. Alors, en fait, je t'explique le contexte. Je suis ami avec beaucoup de devs et qui adorent ce genre de façon de penser-là. Et en fait, ça consiste, en fait, quand tu as deux boîtes qui se concurrencent, ou bien alors tout simplement quand tu as envie de te lancer sur un marché qui est déjà occupé par une boîte, en fait, d'abaisser la barrière à l'entrée et de transformer le produit de conversion de ton concurrent en ton produit d'appel à toi, ton produit d'acquisition. Et je trouve ça génial. Alors l'exemple qu'il montre, qu'il utilise lui, c'est de dire, OK, vous êtes coach sportif,
en théorie, votre produit de conversion, c'est une session de coaching, où vous parlez avec le sportif et vous essayez de l'aider. Et en fait, il dit, en fait, peut-être que ça pourrait tout simplement être un produit d'appel, un produit d'acquisition. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous enregistrez la conversation avec le sportif et vous en faites un média que vous partagez ensuite partout. Et en fait, je ne sais pas si on appelle ça qu'on abaisse la barrière à l'entrée ou qu'on la monte justement, mais en gros, quand tu fais ça, en fait, quelque part, tu ne te fais pas beaucoup d'amis parce que tu casses le business des autres. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais par contre, en fait, le niveau de qualité, le niveau de demande et d'attente, en fait, il est génial pour l'utilisateur. Il monte, entre autres. Non, je vois tout à fait la stratégie. Je ne connais pas le terme technique de comment on appelle ça, mais le fait de beaucoup de boîtes qui essaient de disrupter des marchés anciens et poussiéreux font ça. J'ai pas d'exemple là concret, là ça me vient pas en tête parce que tu me lâches ça comme ça, mais genre imaginons, je sais pas moi, je suis un cabinet d'avocats. Enfin, le marché des avocats est constitué, avocat en entreprise est constitué par classiquement un audit de base. Et suite à l'audit, on approfondit le sujet. L'audit, prix d'entrée, c'est 3000 balles. Moi, si je veux discuter ça, je fais non, en fait, mon audit, il est gratuit. Et en fait, par contre, je te fais par contre vraiment payer le service après et tout ce qui s'en va. Mais le produit qui normalement est un produit qui fait manger les autres, je te l'offre. Et de par le fait que je te l'offre, ça casse vraiment la compétition, quoi. Je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais. Et la force géniale là-dedans, c'est que tu peux vraiment le réutiliser en mode média. Si c'est pour du service, du coaching, etc. Je trouve ça vraiment super bien pensé. Je ne sais pas où il est allé tirer son idée. Probablement qu'il l'a eu en lisant tous ses livres, mais c'était vraiment bien présenté. Et voilà, c'était la petite. C'est quoi le titre du bouquin? En fait, parce que je sais qu'il avait sorti un livre, mais je sais pas. Je me rappelle pas parce que moi je l'ai en différents chapitres en audio. J'ai juste chapitre 1, chapitre 2. Je connais même pas le nom du bouquin. Ok. Je pense que c'est genre travailler, enfin gagner de l'argent sans travailler. Enfin, Ouais, ok. C'est dans le cadre des interviews qu'il avait fait. Ouais, je pense que tu es d'ailleurs un des gars interviewés dans ce bouquin d'ailleurs, ou en tout cas en annexe par rapport à ce sujet-là. Cool. Et en fait, ça plaît beaucoup. Je connais beaucoup de devs qui s'intéressent à cette façon de penser-là. Et par contre, je remarque qu'il y a un grief, c'est qu'ils font l'erreur souvent, et ça, Raj le dit, et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé aussi, de confondre transformer un produit de conversion en produit d'appel ou en produit d'acquisition avec casser les prix du marché. Typiquement, le truc le plus classique une boîte à laquelle je pense là, c'est Doctolib par exemple. Doctolib, c'est 100-150 € par mois, un truc comme ça pour un médecin. Quand tu regardes la technologie qui est utilisée par Doctolib, c'est-à-dire un calendrier plus ou moins intelligent et en fait une acquisition et une présence sur les réseaux sociaux, etc., une présence sur Google, etc., plus tout un tas d'autres services que j'imagine que je ne connais pas. En tout cas, la plupart des devs me disent « Ah ben oui, mais ça paraît réalisable, tu vois. » Et donc, l'idée la plus simpliste qui leur vient à l'esprit, c'est de dire ok, je vais faire un Doctolib, mais à 30 €. 30 € par mois, tu vois. Et ça, je pense que c'est pas forcément la bonne façon de s'y prendre. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il y a des boîtes comme Doctolib qui sont des boîtes qui ont évangélisé un marché et qui sont allées trouver les médecins. Il y avait aussi Mon Docteur à l'époque. Je travaillais avec un ex de chez Mon Docteur. Mais donc, elles se sont disputées le marché pendant des années avant que Mon Docteur se fasse racheter, je pense. Et donc, en fait... Mon Docteur, c'est une boîte, c'est pas le docteur de François. Oui, c'est ça. Parce qu'au début, tu disais Mon Docteur, je fais attends, un ex quoi? De quoi tu parles? Mon Docteur, il s'est fait racheter, oui. Oui, il est très bon, Mon Docteur, il s'est fait racheter par Doctolib. Et donc, en fait, il y a eu un effort d'évangélisation qui est conséquent, mais dans des mesures qu'on n'imagine pas. En fait, Doctolib, c'est une vraie machine de sales. Toutes les personnes qui sont passées par chez Doctolib pourront en témoigner. C'est ouf, en fait, ils ont des sales par département, par région. Et c'est assez bien organisé, assez bien hiérarchisé, etc. Et en fait, je pense qu'ils ont fait un gros taf d'évangélisation et qu'un jour, il y a quelqu'un qui va venir avec une proposition de valeur équivalente ou supérieure pour moins cher, tu vois. Et le travail,
il sera pas aussi difficile pour eux que pour les suivants. Et c'est toujours le délire, en fait, quand tu es le first mover Ouais. Mais en attendant, tu advantage. as un monopole quand tu es force mover, normalement. Enfin, Ouais. tu Et il as faut... l'avantage d'être force mover. Tu as la confiance aussi de cette population-là qui sont les médecins. Ce pas des gens qui donnent facilement la confiance. Toute profession libérale, on sait en quoi c'est galère d'avoir la confiance de leur part. Ce qui est très drôle avec Doctolib, c'est que aujourd'hui, il y a plein de médecins qui affichent Doctolib sur leur vitrine. Moi, quand tu vois, j'ai un dentiste, un ophtalmo et un médecin généraliste, les trois me disent quand je veux prendre rendez-vous avec eux, oui, vous ferez ça sur Doctolib, quoi, tu vois. Donc c'est devenu un automatisme pour eux. Et cette force-là, ça va être dur de la niquer. Par contre, Bien ce qui est sûr. cool, c'est comme tu l'as dit, ils ont éduqué cette population-là, qui était une population qui avait du mal avec les softwares. Donc, et En fait, ils ont pris... ceux qui étaient informatisés avaient des softwares on-premise, donc directement installés sur l'ordinateur, C'est avec ça. gestion de base de données Ouais. sur Ils sont l'ordinateur. pas Donc... habitués au cloud, au SaaS, Mhm. avoir des logins. Enfin, c'est un calvaire, quoi. C'est le genre de Mhm. personne qui perd Il n'y a son pas mot de de temps, en passe fait. Facebook Ouais. 1000 fois par an, quoi. Donc c'est compliqué. Par contre, ils ont éduqué cette population-là en leur montrant c'était quoi du cloud, c'était quoi du SaaS, en prenant la main. C'est fou comme, je sais pas si c'est scientifiquement factuel ce que je dis, enfin j'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je vois empiriquement, c'est que tu as une génération de mes parents, par exemple, de ma mère, qui a vraiment du mal avec l'UX, quoi. L'UI et l'UX. Et quand je te dis du mal, c'est abusé. Genre, ils sont pas habitués à avoir tu vois, quand je leur montre Facebook, je lui dis, c'est fou quand même, parce que tu as des milliers de personnes chez Facebook qui, leur rôle, c'est de rendre la plateforme Facebook la plus UX-friendly. Mhm. Fait que n'importe qui sur cette planète puisse se débrouiller. Ben, il y a quand même des gens qui ont du mal avec ce genre d'outils. Alors que, tu vois, pour nous, c'est native, il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois, on sait où sont les onglets, on sait où les trucs se passent d'habitude, est-ce que c'est sur la gauche, c'est sur la droite, on comprend la structuration d'un site et ce genre de choses. Et je pense que cette population-là, profession libérale, d'une génération peut-être aussi un peu plus âgée, a vraiment du mal avec ces outils-là. Et pour le coup, quand tu leur forces la main avec Doctolib, que tu les accompagnes, ben, tu les éduques. Et donc, le deuxième sera beaucoup plus simple. Par exemple, je pense que l'onboarding d'un deuxième tool à la Doctolib sera beaucoup plus simple que la première fois qu'un premier sales Doctolib a dû onboarder un médecin, quoi. Bien sûr. Et donc, ça fait partie de l'éducation du marché, comme tu dis. Et donc voilà, ne pas tomber non plus dans vouloir juste casser les prix. Je pense que c'est pas le bon réflexe. Non, clairement. D'ailleurs, c'est rarement une bonne stratégie, le pricing. C'est pas, et c'est fou parce qu'il y a plein de boîtes qu'on pense, il y a plein de boîtes qui targetent les moins 35, enfin, la génération moins 35, qui sont des boîtes tech dans des marchés un peu même vieilleux, type l'assurance ou autre. Et souvent, et souvent, un des arguments moi, qui m'est donné, c'est oui, mais on prend le Luco par exemple, la boîte Luco qui fait de l'assurance habitation. Tout le monde me dit ouais, mais Luco c'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher. Je fais un comparatif, Luco c'est pas du tout moins cher, hein. Moi, quand j'ai pris une assurance, les seuls qui m'ont répondu dans l'heure c'était Luco, et donc c'est pour ça que j'ai souscrit à Luco. Et après, je me suis dit tiens, je vais faire une comparaison, et en fait, pour le même service, Luco était le plus cher des assureurs que je pouvais avoir. C'est drôle. Et d'ailleurs, eux, je pense pas que la question du pricing est une question qu'ils mettent souvent en avant en mode on est les moins chers, parce que je pense que factuellement savent que c'est pas les moins chers. En fait, c'est tout ce qu'il y a derrière que notre assurance ne sait pas faire, que eux font, qui justifie aussi le prix. Le fait de m'avoir répondu en 1 heure via un chat et m'avoir fait souscrire en 10 minutes via un chat, contrairement à une assurance, à d'autres assureurs dont j'ai dû remplir un formulaire en ligne. J'avais mon numéro de téléphone qui était un numéro de téléphone belge à l'époque, alors que j'étais à Paris. Et du coup, ils m'ont envoyé un email pour me dire en fait, ça marche pas un numéro belge, vous n'avez pas un numéro français. Et j'étais là en mode non, mais les gars, merde, vous voulez me vendre votre assurance ou pas? Du coup, via un chat, ça s'est fait, tu vois. Et c'est ça que je paye. Je paye aussi tout ce qui est après, hein, le service, tout ça. Mais du coup, je suis OK pour pas payer moins cher, quoi. Ah oui, donc oui, je suis tout à fait d'accord. Après, ceci dit, on est aussi sur comme on le dit à chaque fois, il faut savoir d'où on parle, et nous, on parle un petit peu d'une position qui est quand même privilégiée, et non seulement d'un point de vue tech, mais aussi d'un point de vue revenu. Ouais, non, mais c'est Tu vois, sûr. donc, je veux sûr. dire, payer 3 € en plus par mois pour avoir une assurance, ça va pas changer notre vie, et ça change probablement la vie de pas tant de gens que ça. Mais il y a des Mais gens c'est pour juste qui une ça question change. de mindset, quoi. Clairement. Ouais, c'est ça, mindset. Et donc voilà, c'était l'intro. Je t'écoute. Cool. Cool.
Alors moi, j'ai envie de te parler d'un tweet que j'ai découvert. C'était pas prévu, mais j'ai découvert un tweet hier soir et j'ai envie de t'en parler. C'est Sean, qui est un des, je crois que c'est Sean, c'est un employé Twitch. Je crois que c'est lui, c'est l'employé Twitch, ou c'est Sam, je sais plus. Enfin, c'est deux gars qui ont un podcast et un des deux est employé chez Twitch et je crois que c'est lui qui a fait ce tweet. Je confonds toujours les deux. Et en gros, il a fait Super, un ouais. tweet sur Mackenzie. Je sais pas si tu l'as vu passer ce tweet. Ouais, tu l'as Ouais, lu? ouais. Et il était ouf, ouf, ouf. C'est mind-blowing. Et des fois, il y a des tweets comme ça où je me dis, mais putain, merde, pourquoi je savais pas ça avant? Bon, en gros, on connaît ici, il y a peut-être même parmi nos auditeurs des gens qui connaissent le marché du consulting pour des grands groupes. On a plein d'exemples de boîtes qui font du consulting pour les grands groupes. Et une des boîtes connues, c'est McKinsey. McKinsey, pour quelques chiffres rapides, c'est 10 milliards de CA. Ils ont 80%, je n'ai pas les chiffres en Europe, mais aux US, ils ont 80% du marché des Fortune 500. Donc, en gros, c'est le CAC 40, c'est l'équivalent du CAC 40, si je ne me trompe pas. Et pour rentrer chez McKinsey en tant qu'employé, le taux d'acceptation, c'est moins de 1%. Alors, je ne sais pas si c'est factuellement le vrai taux d'entrée chez McKinsey. Moi, j'ai des potes qui avaient essayé d'appeler chez McKinsey, ils sont tous rentrés. Après, peut-être qu'ils étaient tous très bons, je ne sais pas du tout. Par contre, je sais qu'au bout d'un an, ils étaient en burn-out, ça c'était sûr. C'est horrible pour eux de travailler là-bas. Et ce qui est drôle aussi, c'est que, après, on en parlera peut-être après, mais il y a un marché de la formation pour apprendre à rentrer dans ce genre de boîte. On en parlera après. C'est assez intéressant et ce sera peut-être une idée de business que je pourrais vous donner après. Et en gros, cette boîte-là, il y a quelqu'un qui a donné une info à Sean, qui bosse chez McKinsey. Il lui a dit, tu sais qu'il y a 100 millions de dollars d'ARR, donc Annual Recurring Revenue, qui sont générés grâce à des boîtes tech qui ont été acquises par McKinsey. Donc, ils ont fait du M&A, du Merger and Acquisition. Donc, ils ont racheté des boîtes en interne. Et la totalité de ces boîtes en interne génère 100 millions de revenus annuels. Et c'est tout neuf. Ça fait uniquement 5 ans que c'est comme ça. Et alors, il détaille un peu plus du pourquoi, du comment. Ce qui est assez intéressant, c'est que McKinsey est passé d'une boîte qui faisait 70% de conseils avant à plus que 10% maintenant. Donc, ça veut dire quoi faire du conseil? Ça veut dire que, imagine, je suis une boîte du CAC 40, je vais trouver McKinsey, je leur dis que j'ai un problème pour lancer un nouveau produit sur le marché, j'ai un problème d'analyse de marché, je ne sais pas le faire, j'ai besoin de payer McKinsey pour le faire. Je paye 150, 200 000 euros McKinsey et McKinsey met des consultants plein temps dessus pour résoudre ma problématique d'analyse de marché sur un nouveau produit que je veux lancer sur le marché. Bon. Peu importe si je suis B2C, B2B, si je fais du SaaS, si je vends des sacs à main à 4 000 euros, peu importe. Du moment où je les paye, ils le font. Et McKinsey a vu qu'avec le temps, ces 10 dernières années, les clients voulaient de moins en moins de simple reporting, ce que McKinsey fait très bien. En gros, ils mettent des consultants à plein temps, ils te font une analyse de marché et puis ils te font un reporting de 160 pages pour te dire pourquoi tu devrais ou pas lancer ton produit et avec une estimation de à quel moment tu serais rentable ou pas en fonction de toute la data qu'ils ont chez toi. Mais de passer à ça à quelque chose de beaucoup plus concret que les reportings. Et une stratégie que McKinsey s'est dit, s'est mis en tête, c'est que pour apporter plus de concret que simplement de la consultance, on pourrait avoir de la data beaucoup plus accurate, beaucoup plus précise et augmenter le panier moyen du client tout en diminuant nos coûts fixes à nous, en rachetant des boîtes qu'on va utiliser pour faire les analyses de ces clients-là. Et donc, ces 10 dernières années, ces 5 dernières années, ils ont acheté plus ou moins une quinzaine de boîtes qui aujourd'hui font au total 100 millions d'ARR. Ils ont créé une section là-dessus qui s'appelle McKinsey Solutions, qui est dédiée au fait de racheter des boîtes tech. Il y a des boîtes, moi je ne les connaissais pas, tu vois, c'est genre des boîtes un peu mystérieuses quand tu arrives sur la homepage, tu ne comprends rien à ce qu'ils font. Genre, il y avait une boîte qui s'appelle Orpheus, qui est un tool de gestion budgétaire en entreprise, qui est dédié pour les entreprises de plus de 1000 employés. Et donc, d'où le fait que c'est intéressant pour une boîte du CAC 40 d'utiliser ce genre d'outils. Sachant que quand tu scales une boîte comme une boîte à plus de 1000, 2000, 10 000 employés, ça devient compliqué de faire la même chose que quand tu es une startup où vous êtes 15 pélos avec un compte conto, quoi. Ça devient un peu compliqué. Et
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que McKinsey, en fait, a quelque chose que les autres boîtes n'ont pas, que ces boîtes concurrentes n'ont pas, qui est de la distribution. Du fait qu'ils ont déjà 70%, 80% du marché des 500 plus grosses boîtes des États-Unis, en fait, dès qu'ils font une acquisition d'un outil, ils savent directement à qui le vendre cet outil sous forme d'abonnement mensuel et annuel. C'est à leurs clients, parce qu'en fait, leurs clients, ils ont déjà 80% des clients types de ce produit-là. En plus de ça, ils ont une autre force qui est qui est le bundling. Donc, le bundling, c'est quoi? C'est de mettre plusieurs offres, produits, services que tu as, tu les assembles, tu les vends plus cher ou moins cher, ça dépend de la stratégie, de si tu les vendais de façon unique. Mais en fait, la plus-value, elle ne fait pas simplement un produit plus un produit, mais elle fait x3 parce qu'elle est perçue en x3 la value. Et du coup, c'est très fort ce qu'ils font parce qu'ils peuvent maintenant coupler du consulting avec des outils que eux-mêmes ont achetés, qui ne payent plus pour le coup, vu que c'est eux qui sont propriétaires de ces outils-là, et qui chargent à leurs clients. Je ne sais pas si c'était super clair ce que je viens d'expliquer. C'est peut-être un peu complexe, mais un peu brouillon. Mais en tout cas, je trouve ça je trouve ça fascinant. Une boîte comme McKinsey, je me souviens quand j'étais toujours étudiant, j'étais un peu con, toujours maintenant, mais j'étais très con à ce moment-là. Et dès que j'entendais parler de boîtes de consultance, j'avais l'impression que les mecs chômaient, ils faisaient rien du tout, ils faisaient que du blabla. Et alors factuellement, c'est pas vrai, sinon ils gagneraient pas autant d'argent. Il y a quand même des gens, à un moment donné, un minimum malin qui les payent très cher pour faire ce qu'ils font. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie plus-value à ces boîtes-là. Mais alors, c'est encore plus malin avec ces stratégies d'acquérir des outils pour pouvoir délivrer encore un meilleur service et du coup, charge encore plus, de réduire les coûts ensuite, les coûts fixes, parce qu'en fait, tu es le propriétaire de l'outil, quoi. Et donc, tu l'amortis sur le long terme. Et vu que tu as déjà tous les clients, déjà 80% de tes clients, c'est le 440, c'est super simple pour toi de les refourguer, quoi, ces outils-là. Je sais pas ce que tu as des potes ou quoi qui bossent chez McKinsey, tu as déjà dû faire appel à McKinsey. Moi, personnellement, jamais. Hein. En général, c'est pas le genre de problématique qu'on a nous. Mais qu'est-ce que tu en Non. penses? J'ai beaucoup d'amis et beaucoup de connaissances en Belgique et en France aussi, qui passent par des cabinets de conseil ou dans les Big Four. C'est Big Four ou Big Five? Je sais plus. À chaque fois, c'est un peu du jargon de consultants entre consultants finalement. Moi, pareil que toi en fait, sauf que je suis toujours un peu con là-dessus. Si c'est être con que de penser que les gens là-bas foutent pas grand-chose, je suis toujours un peu con. En fait, Dans le je pense que sens, dans le sens ça où, dépend. attends, laisse-moi préciser juste. Je veux pas dire je pense pas qu'ils ne font pas de travail. Je pense juste que l'expérience que j'en ai eue, les retours que j'en ai eus, donc c'est pas mon expérience directe, c'est que c'est du temps 100% dédié, allez, 80% dédié à faire des PowerPoint, surtout dans le M&A. Ouais, Et en clairement. vrai, les vrais deals se font bien avant, presque de façon informelle. Puis ensuite, tu as une armée de soldats qui vend en fait l'idée qui a émergé ailleurs en fait. Et je trouve ça assez cool en fait ce qu'ils font avec le software. Je pense que c'est la bonne direction à prendre de mon point de vue. Et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'ils ont directement les bons soldats. Parce en vrai, pour être chez McKinsey ou chez je ne sais quel autre BCG, etc., bah, en fait, tu as besoin d'être un champion, en tout cas sur le papier. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de très bons exécutants qui sont là. D'ailleurs, on en a parlé déjà 1000 fois ensemble. Les gens qui sortent de ces boîtes-là, ou même qui ont fait juste un petit passage en stage là-bas, et ben, ils ont une espèce d'aura dans les levées de fonds, Clairement. etc., qui est non négligeable, en fait. Hein. Clairement. Mais par contre, je reste toujours très sceptique sur la plus-value et le. Après, tu peux dire, ouais, la plus-value, elle est financière, elle est là. Il n'y a pas moyen d'en discuter. Enfin, il n'y a pas moyen de blablater, c'est là. Mais je Ouais. reste quand même, d'un point de vue humain, d'un point de vue capacité à créer quelque chose autre qu'un PowerPoint, ça, en fait, la question ne vaut même pas la peine d'être posée. Elle Ouais. est vite répondue, comme Ouais. dirait l'autre. Comme dirait l'autre. Écoute, c'est intéressant parce que ces profils-là, typiquement, si tu prends eFounders, qui est un des plus gros studios qu'on a ici en Europe et peut-être même un des meilleurs dans le monde, quand tu veux rentrer chez eFounders en tant que CEO pour lancer une boîte SaaS, ils sont spécialisés dans le SaaS pour ceux qui ne savent pas,
Et pour eux, les meilleurs profils, c'est les consultants. Et d'ailleurs, là, je n'ai pas les chiffres, mais ça ne m'étonnerait pas que plus de 80% des CEO d'une boîte de founders n'aient pas fait du conseil, quoi. Ça m'étonnerait que moins 4, que ce ne soit pas le cas. Simplement parce que oui, comme tu le dis, c'est des gens qui ont déjà, ils ont été soumis au stress. C'est-à-dire que très jeune, en général, tu rentres dans ces boîtes-là juste après tes études ou même à la fin tu commences déjà par un stage à la fin de tes études. Tu es soumis au stress, c'est-à-dire que tu arrives là très tôt, tu skippes tes repas et le soir, tu restes au bureau jusqu'à la fin pour pas que ton manager te vire du jour au lendemain parce qu'il a la puissance de te virer du jour au lendemain. Tu deals avec des clients hyper exigeants qui veulent justement que à la lettre près, ton PowerPoint soit parfait. Donc, en fait, tu es dans l'excellence. Même si nous là, on ne perçoit pas forcément que faire un PowerPoint, ça soit important pour nous. Je pense qu'ils vendent à des clients où le PowerPoint, c'est important pour leurs propres raisons, pour leurs raisons à eux. Et ils doivent être dans l'excellence dans cette exécution-là. Et donc, du moment où quelque chose n'est pas parfaitement bien fait, ils n'arrêteront pas de le faire, quoi. Donc, ils sont dans la recherche d'excellence pure. Et puis, c'est des parfaits aussi. En fait, très vite, ils voient les engrenages des entreprises. Je pense qu'on En termes fait de un peu ici. process, ils sont très, C'est ça. très, En fait, très on le forts. fait ici un peu dans le podcast, on essaie de le faire et on se rend compte même à quel niveau des fois c'est compliqué parce qu'on n'a pas la bonne data ou on ne peut pas aller assez loin dans la data. Mais tu vois, eux, tu as un mec McKinsey, si tu as bossé une fois dans le domaine, je sais pas moi, du recouvrement de crédit, j'en sais rien. Imagine, la première mission qu'on te donne, c'est OK, il y a une boîte, elle veut sortir un produit financier, il faut que tu fasses de l'analyse sur du recouvrement de crédit, je sais pas quoi. OK, le mec, pendant 3 semaines, il va travailler jour et nuit avec son équipe sur du recouvrement de crédit. Il connaît le recouvrement de crédit de A à Z, il connaît les failles, il connaît ce qui marche, il sait tout. Et du fait qu'il sait tout, il sait aussi, non seulement il sait upfront ce qui se passe, sur qu'est-ce que tu peux lire en ligne, qu'est-ce que tu peux comprendre en allant dans un cours de recouvrement de crédit à l'université. Mais il a aussi les datas en fait, de son client, qui est l'entreprise, qui est dans le domaine bancaire, financier depuis des dizaines d'années. Et en fait, il a aussi cette data-là. Donc, en fait, il a non seulement la data upfront, mais il a aussi le back-end. Et il exploite cette data-là. Et donc, il a des insights que tu ne peux pas avoir si tu ne l'as pas fait. Soit si tu n'as pas été employé de la banque en question, et encore, des fois, les consultants ont plus de data que les employés de la banque pour lesquels la boîte de consultance bosse, parce que des fois, c'est des vrais enjeux de stratégie marché qui sont super importants, ou même des fois de boîtes qui peuvent mourir du jour au lendemain, et donc tu te dois de donner toute la data à ces boîtes de consultance. Et donc, tu as des insights et tu comprends les rouages et les boulons de certaines entreprises et de certains marchés comme personne. D'où la force qu'ils ont quand ils lancent une boîte. Après, est-ce que c'est eux qui vont comprendre comment dev un produit, quelle est comment parler à un client pour comprendre c'est quoi sa vraie problématique, ce qu'il te dit, c'est pas forcément ce qu'il a vraiment envie. Voilà, c'est tout ça, je pense pas. Mais par contre, pour le reste, oui. Et moi, je voulais juste rebondir là-dessus. J'ai vu une interview que tu m'avais envoyée d'ailleurs de Shamat, qui disait, et ça rejoint un petit peu, alors c'est un petit peu, je marche sur des œufs là, donc je vais essayer de m'exprimer sans prendre trop de risques non plus. Il dit le capital est devenu un peu boring parce que en gros il y a de plus en plus de gens avec des capitaux absolument gigantesques qui prennent de moins en moins de vrais risques. Et en fait, l'apparition tout à fait récente en fait de ce profil très MBA, très structurant et structuré dans sa tête, mais du coup avec un côté la plupart du temps qui ont un côté créatif très faible. Dans les tech, business, dans la startup, dans les startups, ouais. c'est tout nouveau. Enfin, ça a 10 ans peut-être, et en fait, c'est juste une réponse par rapport à une espèce de dilemme que le capital se pose, c'est-à-dire, ok, d'accord, je veux bien prendre des risques, mais j'ai quand même pas envie de prendre trop de risques et j'ai envie quand même que sur le papier ça tienne la route, tu vois. Et en fait, c'est ces deux mondes-là qui se rencontrent naturellement, et naturellement, ça crée des startup founders qui enfin, je sais pas, qui n'ont jamais fait un site web avant et qui après passent un TED où ils expliquent comment ils ont fait une boîte. Génial, tu vois. Ouais. Par contre, ils savent très bien recruter, ils savent très bien donner des tâches.
le matin te pinguer pour que est-ce que tu as fait le taf, si tu l'as pas fait, tu me le fais avant midi. Enfin, c'est des vrais mecs, quoi. Genre, ils sont Ouais, ouais, durs, quoi. des Euh, exécutants, des soldats, enfin, ou des généraux, si on veut Ouais, voir ça. et je pense que c'est l'exemple type, c'est l'armée de l'entreprise, quoi. Si on peut Il y a les l'analogie, pirates face à ça, oui. c'est l'armée. Moi, Ouais. j'avoue que je suis plus friand du modèle pirate parce que je trouve ça plus marrant. Et surtout, de toute façon, je sais bien que dans le modèle armé, moi, je peux pas me glisser. Je sais pas toi si tu te sens capable de travailler pour un type qui a fait McKinsey et qui te ping tous les jours à 11 h du matin pour savoir si tu as fait ton reporting des 2 derniers jours. Tu vois, c'est horrible. Mais c'est horrible, mais ça fonctionne jusqu'à un certain point pour certaines boîtes. Et en tout cas, je comprends tout à fait que ça fonctionne pour McKinsey dans la création, comme tu dis, de ces boîtes qui vendent après au Fortune 500. Donc, ça Après, tient la route. je pense que par contre, tu peux avoir un joli mélange de founders avec un mec McKinsey et un autre mec pirate, Pourquoi pas. tout en. Et je pense qu'il y a des exceptions parce que tu vois, il y a des. T'as déjà vu un mec d'HEC qui a réussi à faire une boîte avec un mec de 42? Non, mais Ça c'est existe, comme ça? non, mais c'est comme les mecs de droite ne font pas du rap, quoi, Oui, comme bah dirait c'est l'autre. ça. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois avoir des failles dans les recrutements de ces boîtes-là, qui fait qu'en fait, ils arrivent à recruter des mecs et les former de ouf à l'armée McKinsey, et que les mecs intérieurement soient des pirates, et qu'après ils disent, c'est quoi, moi en fait, je suis un pirate et je vais Probablement, ouais. m'armer de l'armement de la piraterie. Donc tu dois avoir un pourcentage de ces gens-là qui doit quand même sortir de là. Et d'ailleurs, moi, je jette pas la pierre. Si un jour j'ai une boîte et que j'ai envie de la déléguer à quelqu'un, je pense pas que je la déléguerai à un pirate. Je la déléguerai à un type qui est bien dans sa tête et qui sait ce qu'il veut et qui est carré. Et c'est ça qui est horrible, mais bon, enfin qui est horrible, enfin tu vois le paradoxe, mais c'est ça le paradoxe qui est intéressant aussi. Clairement, Donc clairement. voilà. Next one. Cool. Vas-y, t'as un truc là? Ouais, vas-y. Alors ouais, je me suis fait targeter pendant des semaines sur Facebook par une boîte qui s'appelle Webtoon. Est-ce que tu connais? Non, ça me dit un Non. truc Webtoon. Bah, en fait, Webtoon, c'est l'abréviation entre web et cartoon. Donc en gros, c'est une plateforme qui permet aux dessinateurs en fait, de publier leurs BD online sur cette plateforme j'ai regardé les stats tout à l'heure, qui a 57 millions de visites par mois, qui a été créée en Corée du Sud. Le bounce rate, c'est 31%. Alors pour ceux qui ne savent pas, un bounce rate, c'est quelqu'un qui arrive sur une plateforme et qui repart directement. Là, il n'y a que 31% des gens qui font ça, ce qui est très faible sur un site classique. En moyenne, les gens restent 13 minutes sur le site web. Donc, il faut savoir, si tu fais les calculs, en fait, il reste beaucoup plus ceux qui sont vraiment accros. Et ils lisent les BD? Je comprends pas. Ils lisent les BD sur le site? Donc, en gros, les BD sont publiés sur le site web et toi, tu peux venir t'abonner à un créateur de BD et à le suivre comme ça. Le modèle, il est freemium. Donc, en gros, soit tu as accès à la plupart des BD gratuitement. Si tu veux avoir accès en avance, tu dois payer un fee. Et pour les créateurs, en fait, c'est juste un modem. La boîte fait des ads sur les BD ou à côté des BD. J'ai pas bien vu les ads parce que j'ai un ad blocker. Et donc, ils font un share 50-50 sur le revenu généré par l'ADS. Donc, j'ai un peu creusé. Il n'y a que 4% du trafic de ce site web-là qui vient de France. Je pense vraiment qu'il y a une opportunité, si ça doit d'ailleurs déjà exister en France, mais j'ai un peu cherché, mais je n'ai pas non plus passé des heures à chercher là-dessus, mais qu'il y a une opportunité pour créer l'équivalent de Webtoon en France, mais vraiment avec la culture française, surtout la culture française de la bande dessinée, en fait, qui est quand même très forte, enfin, surtout en Belgique et un peu aussi On a aussi en France. une Ouais. énorme population Et donc, manga, quand ouais, même, en et France. manga aussi, oui, tu vois. Et donc, du coup, je suis allé voir sur Marvel s'ils le faisaient aussi. J'ai remarqué que Marvel donnait proposait aussi de temps en temps un exemplaire digital, mais même pas pour toutes les BD, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, eux, ils ont vraiment pensé l'expérience du lecteur de BD de A à Z sur Webtoon. Et j'ai un peu fouiné sur Internet et j'ai trouvé des trucs assez intéressants. Il y a 10% des mecs qui publient des BD qui font 10 000 euros par mois. 10 000 dollars par mois. 10 000 dollars par an, pardon. Excuse-moi. Par an, ok. Par an, ouais. Donc, 10 000, donc ça, c'est 10%. Et puis ensuite, de l'autre côté de la courbe, tu en as 23% qui font minimum 50 000 dollars par an. Et entre les deux, il y a le reste. Et je trouve ça assez... Attends, ton calcul, il est pété là. Attends. Non. 10%. 10% en dessous, qui font moins de Ah, 10 000 moins. Ok, dollars. ok.
Ah, Et ok, ok, puis, ok. 50 J'ai et compris puis qu'ils font plus 23 de qui 10 font, 000 MP. ouais, Ok, ok, ok. et 23% qui font plus de 50 000 dollars par an. Ok, Et ça, c'est basé sur un échantillon de 500 artistes. Et sur les, ok. enfin bon, bref, donc il y a des gens qui vivent de ça en fait, de cette plateforme-là. Et je Mhm. trouve ça assez fort. Et je trouve ça génial. Et en fait, je pense que j'ai compris en fait comment ils arrivent à alpaguer des nouveaux utilisateurs. Parce que moi, c'est là-dessus que j'ai été targeté personnellement. C'est qu'ils font un peu du contenu not safe for work. Donc en gros, Ok. il y a des BD qui sont un petit peu à Hentai, tournure quoi. érotique. Je sais pas, non, c'est pas de l'hentai, non, c'est plus érotique, genre le patron se tape l'assistante et l'assistante, enfin tu vois, trompe son mari avec Ouais, le patron, enfin tu ok. vois des trucs un peu comme ça. Et la plupart de ces artistes-là, en fait, de ces dessinateurs-là sont basés en Asie. Et les contenus sont traduits, en fait. Donc, à mon avis, il doit y avoir pas mal perdu au passage dans la traduction, comme c'est toujours le cas. Et Mm. donc, à mon avis, il y a plein de choses à faire. Et ça m'a fait penser à une idée que tu m'avais pitché une fois. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler. De faire un médium de l'histoire érotique. Ah Je ouais, ne sais oui, pas oui, si tu en oui, oui, oui. rappelles. Il faut que je te parle de plusieurs trucs, parce que plein de choses ont popé dans ma tête à ce moment-là, puis ça me rend ouf. Euh, alors, première chose, Allez, soit en ça mode me fait... McKinsey. Ouais, One, two, ouais, three. non, première chose, ça m'a fait penser à un pote qui s'appelle Vlad, qui va se reconnaître dans ce podcast, qui est très, 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 très fan de manga. Et quand je lui ai parlé de Global Belly, si vous vous souvenez ce que c'est, On en parle à vous chaque irez épisode, on voir... va finir par le faire. Hein. Global Belly, c'est Ouais, pas possible. vous irez voir dans un épisode. Il m'a dit, putain, j'ai envie de faire un Global Belly pour les mangaka. Donc, les gens qui font des mangas, quoi. Euh, Première chose. Donc c'était ça. Je suis étonné du fait que tu te fasses targeter. Je serais intéressé par connaître leur centre Leur d'intérêt démographie. qu'ils ont mis dans le terrain. Ouais, qu'est-ce qu'ils font? Je suppose que là, c'était du brand awareness. Ils ont dû faire très, très large. Ils ont levé ou pas? Ils ont du cash? Ouais, ils ont énormément de cash. Les chiffres, c'est 500 millions de revenus en 2019. Ils sont Ok, 200 donc employés. ok, cool. Donc il y a de quoi. Ok, ouais. Donc ça doit être juste, ils doivent faire du mass ads, target tout le monde, ils Ouais. voient ce qu'ils prend et ils font un funnel Et comme je ça suis qui pas du descend tout petit à petit. adepte de ce genre de truc à la base. Donc, Ouais, ouais, ouais. d'ailleurs, j'ai même pas souscrit, mais Ouais, voilà. et alors, c'était assez intéressant parce que, deuxième chose par rapport à cette histoire érotique, quand début 2020, j'ai essayé de lancer une boîte avec un pote qui s'appelle Shubham, il a une super chaîne YouTube d'ailleurs, vous irez voir. Et in fine, coronavirus et autres raisons fait que on a abandonné. Et donc, on en parlait à Oussama Ammar, un des fondateurs de The Family, pour ceux qui connaissent. Le premier truc qu'il m'a dit, il m'a fait, ouais, là, ça va être de la galère, là, en 2020. Genre, ça va vraiment être de la galère. Enfin, lancer une boîte, ça va être très dur. Par contre, ça va être très simple si tu lances une boîte B2C 100% digital. Et il m'a dit, ce serait trop cool que vous fassiez une newsletter érotique. Voilà, c'est Et là où donc, je j'étais voulais en là en mode, venir. une newsletter érotique, de quoi tu me parles? Et puis, je me souviens que j'avais découvert sur des forums un peu chelous quand j'étais plus teenager, qu'il y a des gens qui sont passionnés par le fait d'écrire des histoires érotiques inventées de toutes pièces, ou pas, ou en partie. Et qu'il y a des gens qui trouvent ça c'est un fantasme de lire et de se voir à travers de se représenter à travers une histoire érotique écrite. Donc non pas une vidéo, mais écrite. Et C'est vieux comme le monde. Hein. Le marquis oui, de ah Sade, ben, non avait avoué à la mais voix. clairement, clairement, clairement. Ouais. Mais tu vois, moi j'étais un teen et tout, genre je pensais pas, tu vois, je me disais écrit c'est chelou et tout, tu vois. J'aimais pas lire et tout, donc c'est c'est vraiment chelou. Et et du coup, il me dit ouais, ben ce serait trop cool que tu fasses une un Substack pour ces gens-là. Donc ça veut dire un Substack. Donc en gros, moi, j'aime beaucoup écrire des histoires érotiques et j'aimerais faire ça en side hustle ou pendant toute ma vie. Donc en fait, j'aimerais être rémunéré pour faire ça. J'aimerais gagner de l'argent en tout cas pour faire ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un outil qui me permet d'écrire, de mettre en page, d'héberger ce que je raconte. Et je peux, si je veux, mettre un Mhm. paywall en face de une, deux, trois histoires ou toutes les histoires ou peu importe. Et je promets du coup à mes lecteurs que tous les mois, pour un certain montant mensuel, ils vont recevoir une histoire. Entre-temps, j'ai vu 4-5 boîtes faire ça en 2020, se lancer. Mhm. Euh,
S. Oussama qui a dit à tout le monde de faire ça. Et du coup, il y en a S'il est, trois co- quatre qui si vous êtes pareil, il l'a dit à tout le monde, hein. J'ai un mec qui est ouais, pareil aussi. sûrement. Et donc voilà. Mais je trouve ça assez ouf. Et tu as une suite là-dessus parce que moi, pour le coup, j'ai une suite. Je sais pas si tu veux. J'ai une suite qui peut se faire plus tard, hein. Donc vas-y si tu as autre chose à dire. Non, je trouverais ça juste génial. Je voulais souligner le côté freemium, genre pay to read in advance. Je trouve ça génial. Une forme de priorité en fait qui s'installe naturellement dans le produit. Le fait que ce soit sous forme d'épisodes et du coup qu'il y ait des analytics très probablement qui viennent aiguiller l'auteur sur OK, qu'est-ce que je vais écrire ensuite, qu'est-ce qui plaît à ma communauté, quelles sont les suites possibles qu'on peut donner à l'histoire. Est-ce que Jedi doit mourir ou est-ce que Jedi doit survivre, tu vois? Tu peux vraiment faire un truc beaucoup plus intéressant et beaucoup plus avec des feedback loops utilisateurs qui sont beaucoup plus courtes. Alors, bien sûr, il y a un process créatif qui est déjà là et qui fonctionne quand même pas mal jusqu'à présent, mais je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui peut émerger à partir de là. Voire faire des histoires qui divergent, tu vois. Donc c'est tout à fait possible. Et je trouvais ça génial juste de dire que c'est 4% du trafic qui vient de la France. Donc ça veut dire que probablement qu'il y a assez d'espace pour faire la même chose en France si ça n'existe pas déjà. Et je me rappelle que chez Spacefil, il y a un dev, il y a longtemps, qui était là au tout début, qui était fan d'histoire sci-fi, donc de science-fiction, et qui était abonné à une plateforme équivalente, mais vraiment pour les auteurs de science-fiction qui parlent de l'espace, qui parlent du futur, de l'intelligence artificielle, etc., sous forme de romans. Et c'était des auteurs complètement indépendants qui faisaient leur vie en vendant des chapitres qui se suivaient les uns les autres. Et lui était fan, il était sur son téléphone, il lisait ça pendant des heures. Et je trouve ça intéressant, cette nouvelle mouvance, en fait, de dire, OK, à partir d'une plateforme, à partir d'un contenu digital, on peut être plus intelligent sur la suite qu'on donne à l'histoire. Et tu peux inclure l'utilisateur, et donc l'utilisateur est encore plus, en fait, il est encore plus conquis. Et ça, je trouve ça fun. Surtout que ces Et donc, plateformes-là voilà. peuvent devenir des publishers. Et Oui, c'est des derrière, il y a modèles. aussi, OK, qu'est-ce qu'on fait si jamais on veut publier un livre en vrai, physique? Vous pouvez passer par nous, OK. Comment est-ce qu'on s'arrange sur les filles, etc. Il y a vraiment moyen d'imaginer plein de Clairement, scénarios à partir de là. c'est-à-dire que tu peux devenir un peu une boîte full stack où à la base tu proposes simplement un catalogue, un search et le fait de charge tes clients. Et après, tu peux proposer de l'analytics, tu peux proposer des services annexes où par exemple on peut t'avancer 5 000 € pour que tu publies ton livre et toi derrière, donc on te fait un crédit. Ça peut faire plein de choses quoi. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et On pour le peut t'aider. retargeting aussi, d'ailleurs. Parce que, par exemple, aujourd'hui, moi, je suis fan de Sylvain Tesson. Alors, c'est un petit peu beauf, peut-être, de dire ça, je sais pas. Non, pas du Et tout. peut-être que je suis fan Faut aussi pas, faut pas réduire les choses comme ça. Non, parce que j'ai des copains qui sont un peu littéraires parisiens et qui pouffent quand je dis ça. Et du coup, je suis fan d'Henri Taureau aussi. Et ça, le publisher ne le sait pas. Enfin, il ne sait pas que je suis fan des deux. Il ne peut pas me proposer un troisième contenu, tu vois. C'est moi qui dois faire la recherche. Bien alors, peut-être que lui, il le comprend en regardant des analytics sur Facebook ou je sais quoi, tu vois. Mais là, Mhm. ce qui est fort aussi dans le modèle, c'est l'upsell. C'est de dire, OK, tu as aimé cette bande dessinée qui parlait du Japon des années 50, et ben voilà, maintenant tu vas aimer cette bande dessinée qui parle de la Chine des années 30, tu vois. Mhm. Et donc ça, c'est intéressant. Voilà. Non, de Vas-y, tu ouf, voulais de ouf. rebondir sur quoi, toi? Euh, non, mais tout ça intéressant. C'est drôle parce que il y avait un mec qui m'avait contacté il y a peut-être 2 3 ans. Il était en train de faire une BD et un manga, dessin animé, pas BD pour le coup, mais genre en mode animé quoi. Et c'était un Belge. Il m'expliquait un peu comment ils étaient en train de faire. Ils étaient deux et c'était un mec, je crois qu'il était dans la maçonnerie et son pote pareil. Et en fait, sur le côté, donc il réinjectait toute la thune qui se faisait dans la production d'un animé. Donc lui, il dessinait et il outsourçait dans les pays de l'Est si je me souviens bien, la coloration et l'animation vidéo de ses dessins. Et il avait même gagné un concours à Namur autour du sujet des mangas. Et c'est un petit concours qu'il avait gagné, mais c'était assez cool. Et du coup, il y avait une boîte qui voulait le produire, donc l'aider à financer la production entière d'une saison et de les publier sur une chaîne télé. C'était pas ça en France ou en Belgique. C'était trop drôle. Et du coup, il me racontait cette histoire-là en me disant, ben voilà, on charbonne, on galère de ouf
pas trop de thunes, mais frérot, on y va, quoi. Tu vois. Il m'a raconté cette histoire, je trouvais ça fabuleux. Donc Ça probablement qu'il y a m'avait... moyen de faire la même chose qu'avec la BD, mais sur la bande dessinée aussi, la bande, enfin du coup le dessin animé aussi. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus complexe. Enfin, c'est de l'animé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du dessin, c'est pas de, tu dois retranscrire ça en vidéo. Et à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Mais c'était, mais je me souviens de ce mec-là. Et je me souviens aussi, j'avais rencontré un autre type. C'était pareil, il y a 2 ans, 3 ans quand j'arrivais. C'est plutôt il y a 3 ans quand je suis arrivé à Paris. C'est un mec qui a une boîte de production de dessins animés. Une 70 employés ils étaient, si je me souviens bien. Une boîte qui générait du cash, mais à en mourir. Super profitable. Et je ne connaissais rien à tout ça, donc il m'a expliqué le marché du dessin animé pour gosses. Je trouve ça ouf. Il m'avait dit qu'ils avaient un process pour sortir des dessins animés et des nouvelles séries en boucle. Ils avaient une cinquantaine de dessins animés différents qui tournaient avec des épisodes, des dizaines et des centaines d'épisodes qui tournaient en boucle. Ils publiaient ça sur YouTube, sur Amazon Prime, il me semble, et d'autres plateformes de hosting de dessins animés pour gosses. Et les mecs, simplement en ads, juste en ads, ils faisaient des millions, les mecs. Je trouve ça, je me suis dit, putain, le dessin animé, quoi. Et du coup, en fait, je me souviens, on avait parlé parce qu'il essayait de créer un tool qui lui permettait une AI. Alors, on met tout ce qu'on veut là-dedans et bon, on s'en fiche, mais qui lui permettait d'en fait automatiser et déléguer à une AI une partie de sa production parce qu'en gros, sa chaîne de production, elle était composée en 6 ou 7 étapes. Elle était très longue, mais une fois que l'idéation, les premières maquettes faites, là, par contre, ça défilait, tu vois. Mais sur l'idéation et sur les premières maquettes faites, il y avait plusieurs processus qui étaient longs et c'était ça qui coûtait le plus cher. Et en fait, il m'expliquait que c'était des process très répétables, quoi. Et il n'y avait aucun tool qui lui permettait d'aider à le faire. Alors, il m'avait donné des détails à l'époque, j'ai zappé. Mais du coup, il voulait créer une boîte à part avec quelqu'un d'autre comme objectif de résoudre cette problématique technique et d'avoir du coup un tool qui leur permet de scaler l'idéation et le prototypage de ces dessins, quoi. C'est ce que, Ces enfin, animés. sur un autre sujet, c'est exactement ce que Voodoo fait, mais dans le domaine du casual et de hyper casual gaming. C'est Exactement. juste un énorme process avec du software et du test permanent sur le marché, sur les réseaux, etc., pour voir si ça prend. D'ailleurs, j'ai pas les détails de Voodoo, mais j'aimerais tellement avoir. Peut-être qu'on, c'est quoi, on s'arrangera. Peut-être qu'on essaiera d'avoir un founder de Voodoo quoi ici. Ce serait génial, qui nous explique de A à Z comment lancer un jeu mobile. Putain, j'ai trop envie de savoir parce que Voodoo, c'est une machine à sortir des jeux, à produire, à sortir des jeux. Et je me demande comment ils font step by step, quoi, tu vois. Le temps que ça prend, combien ça coûte, combien ça coûtait, combien ça coûte maintenant, et step by step, comment tu fais, tu vois. D'après ce Sans que donner la recette secrète, évidemment, mais ouais, voilà, quoi. d'après ce que j'ai compris aussi, c'est aussi une machine d'acquisition pour non pas d'acquisition enfin non seulement d'acquisition d'utilisateurs, mais aussi d'acquisition de boîtes, de studios De ouf. un peu partout dans le monde. Donc ils en achètent plein De pour ouf. les intégrer au process. De Ok, ouf. d'accord. Mais Enfin, ouais, du coup, ça... j'ai pas sauté sur. Je vais continuer sur un Ah, truc du c'était pas coup. fini. Ah, putain. Non. En gros, tu me parles de Not Safe for Work. Et Ouais. deuxième truc, juste tout dernier truc, j'avais rencontré un entrepreneur qui faisait une boîte. C'était des jeux vidéo mobiles en mode manga, Not Safe for Work. Genre un peu sexualisé, etc. Et je connaissais pas ce marché-là, j'ai oublié le nom, c'est juste parce que tu m'en as parlé, donc je saute dessus. Faudra chercher. Ouais. Et apparemment, c'est une catégorie de jeux qui explose. Et en gros, c'est de la simulation. Donc, en gros, tu incarnes un mec ou une meuf, tu choisis au début. Et en fait, il y a une histoire qui démarre. Je sais que Squeezie a fait des vidéos sur ça, pour te dire, tu vois. Donc, c'est que ça doit marcher, tu vois, s'il fait une vidéo là-dessus. Et genre, tu as un mec, tu rentres dans ton bureau, il y a ta secrétaire qui te parle. Et en fonction des choix que tu fais, il y a des choses différentes qui vont se passer. Et l'objectif final de la série, c'est de tomber amoureux et de ken la meuf ou le mec. Et Mais c'est le comme dans la mec vraie avait. vie, quoi. Comme t'as vu, et le mec, le pire truc, ouais, sur Strike et Direct, tu vois. Et du coup, ce mec, ils étaient 4 dans cette boîte. Pareil, profitable, ça a tourné tout seul. Canal d'acquisition principal, Instagram, influenceur et ads en stories. Ils cartonnaient, quoi, les mecs. Faut vraiment être fan, hein, putain. Mais Parce que je le putain, pense tous là les pour le jours. coup, enfin,
Oui, c'est genre, si t'es pas fan de ça, oui. C'était pas un Si peu t'es pas. cringe? Ouais. Ouais, Mais c'est. Voilà, quoique, voilà. tu vois, quand tu sais que Xavier Niel, il a commencé en faisant enfin, le téléphone Des rose sex sur le shops, non, c'est pas Minitel ça? Ouais, et non, des c'était. sex Ouais. shops, Ouais. etc. Enfin, tu vois, tu te dis, ok, d'accord, en fait, il y a pas de, il y a pas d'exclusion en fonction de tes premiers choix, sauf si tu fais vraiment, vraiment quelque chose de grave. Ah, Mais mais tu sais, on en a je plein des douterais trucs. pas je ne douterais pas qu'Elon Musk vendait du shit à 16 ans. Hein. Je- J'en sais rien. Ce sera le titre de la vidéo. Jedi a dit que. Non, D'ailleurs, en mais parlant oui. d'Elon Musk, je sais pas si tu as vu, il a répondu à un de ses tweets. Il y a un type qui fait un jeu en parlant de jeu. Et moi, mon dernier sujet aujourd'hui, c'est aussi un jeu. Donc, ça va tourner autour du gaming. Ok, moi, c'est pas un jeu là, j'ai encore un truc. J'ai pas terminé, Attends, c'était attends, long là, man. Vas-y, vas-y. je voulais juste dire ça. Donc, tu as le mec qui veut faire un jeu sur la colonisation de Mars en utilisant le logo SpaceX et la tête d'Elon Musk. Et il a posté tous les jours pendant un an, en dessous de tous les tweets, en réponse aux tweets, pour que Elon Musk lui donne l'autorisation de le faire. Et, au 150e jour, au 154e jour, c'est-à-dire hier, je suis tombé dessus par hasard et j'ai vu qu'Elon Musk lui disait bah, vas-y gros, utilise notre image, on va probablement pas te faire un procès. Ok, tu vois. Et quand je vois, et je suis, il y a des, enfin, je comprends pas, je sais pas, je sais pas si c'est une différence de mindset à l'origine pour en arriver là à faire 200 milliards, peser 200 milliards et dire ça à un mec sur Twitter et le faire, à mon avis, en toute bienveillance. C'est son marketing, mais en toute bienveillance quand même. Ouais. Versus le marketing, un petit peu l'autre mindset que j'ai déjà rencontré, qui est vraiment une approche légaliste du monde, mais permanente et perpétuelle, et qui est fatigante pour les gens avec qui tu travailles, tu vois. Ouais. Et je comprends pas, parce que les enjeux at stake sont 1000 fois plus gros pour Elon Musk, tu vois, et pourtant il arrive à dire ça. Et je sais pas, Ouais, je pense que j'adore Elon Musk, toi aussi, mais je pense que c'est un gros mégalomane et je pense qu'il a besoin de ça. Je pense que son personal branding l'importe énormément et jouer là-dessus et rester un enfant sur Twitter, ça lui fait du bien, quoi. Genre, ça lui injecte ça le pisse, quoi. Et je pense que s'il avait pas ça, il se ferait un peu chier et genre, il serait très, très anxieux et très stressé, même s'il doit également l'être, déjà maintenant, malgré ça. Je pense que ça, sinon il ça va lui fait fumer un plaisir, joint quoi, de sur faire le ça. podcast de Joe Rogan, ça passe aussi, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il adore ça. Il adore que les gens disent ça de lui. Tu vois ce que tu viens de dire? Oui, Il c'est doit son se dire tous les marketing. soirs, en s'endormant, il doit dire, il doit y avoir un mec qui s'appelle François sur un podcast en France qui a dit ça et ça me fait plaisir, tu vois. Genre, vraiment. Oui, mais tu vois, mais quitte à faire du marketing, soit tu fais du marketing comme ça, soit tu fais du marketing où tu payes bêtement, où tu saoules les gens à force de leur faire des pubs YouTube que les mecs n'ont pas Non, envie mais de là, c'est voir. bien fait. Là, c'est le Donc, personnage, c'est si, lui, c'est trop si bien in fait. fine, c'est toujours le même objectif, c'est-à-dire d'augmenter son audience et de fidéliser son audience, bah, je préfère être séduit à la Elon Musk que d'être séduit à coup de pub pour un pantalon sur On est YouTube, quoi. d'accord. On est d'accord. C'est aussi une question de personal branding. Je veux dire, tu marketes pas une Ouais, oui, personne de la oui, même mais t'as façon compris qu'un l'idée, produit. quoi. Donc, Je pense ouais. que. Ok, vas-y, allez, Clairement. on enchaîne. Ouais. Allez, on y va, on enchaîne. Donc, tu parlais de Not Safe for Work, on parlait un peu de sexe, et du coup, je vais enchaîner là-dessus. À la base, je voulais parler d'OnlyFans, mais je ferai un sujet là-dessus, je donnerai des datas. En gros, Ouais. OnlyFans, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme qui permet à des. Alors maintenant, c'est comme ça, principalement comme ça. À la base, c'était pas fait pour ça. En gros, c'est une plateforme qui permet à des mecs ou à des meufs qui aiment se montrer nus en vidéo Principalement ou des en meufs, photo hein. ou à parler de sexe avec des personnes, de demander de l'argent sous forme d'abonnement mensuel pour que tu aies une relation intime avec cette personne en ligne à travers des messages, des photos, des vidéos. Euh, c'est un peu comme du live cam, c'est juste que c'est asynchrone, c'est sous forme d'abonnement mensuel et tu as vraiment l'impression que tu es le petit ami secret de la meuf, quoi. Tu payes 20 balles par mois et tu as l'impression que tu es le petit ami secret de la meuf. Et c'est ça qu'elle te fait ressentir à travers le chat sur OnlyFans. Alors que t'es personne, tu es juste une personne de plus à qui paye pour voir son cul, quoi. Mais soit, c'est pas ça le sujet. OnlyFans, c'est une super boîte qui à la base n'était pas faite pour ça, qui est devenue virale sur ce créneau-là, qui du coup a itéré le produit pour matcher la viralité qu'elle avait, Mhm. comme quoi des fois on ne sait pas sur quoi on va devenir viral. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu peux faire avec OnlyFans
J'ai pas donné trop de détails sur OnlyFans, j'entendrai dans un autre podcast, c'est pas ça le sujet. Mais j'avais aussi des datas sur qui gagne quoi, combien de pourcentage, etc. Mais je Ouais, les ai ouais. pas là tout de suite, donc je les donnerai pas. Euh, euh, Moi, ce que je trouvais assez intéressant, c'est que je voyais les personnes qui font du porno ou du nude ou juste qui sont dans le domaine de la sexualité en ligne. En fait, c'est des influenceurs. Et en fait, si je les mets dans la catégorie influenceurs et que je pense comme des influenceurs, je me dis comment ils peuvent monétiser comment ils peuvent se monétiser, eux, leurs produits, quoi, ou leurs services. Euh, et donc, on connaît tous du live cam, on connaît maintenant OnlyFans, on sait qu'il y a du porno qui peut être consommé en payant une vidéo 5 balles, 10 balles, 20 balles sur des plateformes dédiées à ça. Mais comment on peut aller plus loin? Comment on peut vraiment traiter ces influenceurs comme un influenceur qu'on traiterait maintenant? Euh, et du coup, une des idées, si on reprend Global Belly, c'est de créer un produit avec cet influenceur. C'est de lui dire, tu as une audience, tu as des gens très très fidèles à toi, qui sont prêts très souvent à claquer beaucoup de thunes pour toi. Qu'est-ce qu'on peut leur vendre autre que du digital? Ben, pourquoi on n'essaierait pas de leur vendre du produit, du physique? Et du coup, je pensais à ça, et puis je me suis dit, c'est intéressant parce que je me souviens il y avait une influenceuse, je crois que c'était une influenceuse nude, tout ce que tu veux, porno, tout ce que tu veux. Je crois que c'est Belle Delphine, qui est assez connue. Il fait genre, il connaît pas, c'est Non, un vraiment. mytho. Euh, ok, Je- t'iras voir. T'iras voir. Et Belle Delphine qui vendait, je crois que c'était des chaussettes à elle utilisées. Donc, ça veut dire, elle mettait une chaussette et elle la revendait. Elle vendait également un bol, enfin un pot, un Tupperware, où elle avait mis de l'eau de son bain. Donc, elle prenait un bain, elle remplissait un pot d'eau de son bain et elle le vendait en ligne sur Instagram. Elle avait fait des milliers d'euros avec ce truc-là. Et je me suis dit, putain, euh, si les gens sont prêts à acheter ce genre de choses, est-ce qu'ils ne sont pas prêts à acheter d'autres produits qu'elle déciderait de développer, tu vois? Mais ceci dit, même si on garde ce truc un peu crade là de ce qu'on vient de dire, est-ce que tu pourrais pas te maquiller avec cette meuf-là et Le lui verbe dire, maquer est vraiment mal choisi ouais, en ouais, l'occurrence. ouais, Mais ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais pas te faire un partenariat avec cette meuf-là et lui dire, écoute, je t'envoie 1000 petites culottes, je t'envoie 1000 paires de chaussettes, euh, mets-les, enlève-les, fais une photo pour tous, et moi je m'occupe de venir chez toi, les récupérer, les stocker, créer ton e-commerce. Toi tu distribues, je m'occupe de l'opérationnel et de la logistique. j'imagine trop le paiement. Tu veux te payer comment, toi? En petites chaussettes, ça me convient aussi, t'inquiète. Non, mais, Non, 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 mais mais c'est toujours ça le problème c'est un peu des weird business ce que je. cringe. Non, non, Ouais. non, mais c'est hyper cringe, mais why not? Ok? C'est Hmm, pourquoi pas? Pourquoi pourquoi pas? pas? Ouais, s'il y a un cringe qui écoute ça, parle-en-nous. Non, 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 mais Mais pourquoi pas? Et après, moi, tu peux aussi je alors parle faire pas. dans du. Non, mais évidemment que moi non plus, mais tu vois, je me dis, je suis sûr que. Mais ça doit déjà exister, hein, ouais. Ben, en fait, elle le fait. Pourquoi Oui, tu peux oui, pas oui, lui mais faciliter la tâche? C'est toujours la même même en chose, tu étant vois. structuré, etc. Et attends, mais Oui. j'avais un... Et dernière chose, et après, pourquoi ne pas en fait développer carrément des produits avec elle? Et donc, quand on parlait de Global Belly et qu'on se posait, OK, quelle niche on pourrait attribuer à Global Belly, on avait parlé des chefs, mais pourquoi pas se mettre en partenariat avec des actrices ou des influenceuses connues dans le nude et leur dire, bah, vas-y, on va faire ta gamme de maillots, ta gamme d'objets sexuels, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu fais le Global Belly of sex. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. voilà, juste, je pensais à ça. En fait, tout ça m'a fait penser à une niche de Global Belly, encore une fois. Et alors, soit c'est des produits que ces personnes-là consomment et de façon crade et tu vas les revendre. Ou alors tu dis non, non, en fait, on va carrément développer tout un produit avec toi. Et voilà. Et je pense que la première version peut être un canal pour la deuxième version. C'est-à-dire que tu peux faire la version très simpliste où tu fais des trucs crades avec elle. Enfin, tu fais faire des trucs crades et puis tu les revends. Et après, tu lui dis, en fait, si tu veux, maintenant, on passe à quelque chose de plus sérieux. On développe carrément un produit. Euh, Sachant qu'on a déjà récupéré plein d'adresses email, qu'il y a un compte Shopify qui a déjà été consommé pour tes produits et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà. Ouais. C'est juste, j'avais ça en tête comme idée. J'ai drop ça. C'est très cringe, comme tu le dis.
la deuxième version de mon idée est certainement beaucoup plus clean et, euh, et, et ça fait totalement sens. Et en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de participer à l'augmentation de revenus d'une influenceuse, en termes très, très basiques. Et c'est juste que c'est une catégorie spécifique d'influenceurs, quoi. C'est tout. Ouais, je trouve ça super intéressant. Enfin, super intéressant, oui. Euh, le truc auquel je pense quand tu parles de ça, c'est que je me dis, à ton avis, il y a combien de fétichistes des pieds dans ce monde? Je sais pas, beaucoup, je pense. Beaucoup, beaucoup, à mon avis. Je sais pas, ce que je me dis, c'est un truc hyper soft. Les filles prennent pas de risques, en vrai. Et après, ouais, enfin, je sais pas. Non, non, Dans mais quel voilà, sens? enfin, genre, tu pourrais faire une plateforme pour les fétichistes des pieds. Et là, on s'embarque très loin. Je sens qu'on va Ouais, sortir les alors, rames bientôt. non, 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 Mais non, by mais the way, la après, petite histoire, c'est que je pense que c'est Pornhub, mais je suis pas sûr, qui a été fondé par un Belge. Je sais pas si tu as déjà lu l'histoire. je crois pas que c'est Pornhub, mais je sais pas si c'est Ou Pornhub, mais YouPorn, une enfin un grosse. truc comme ça. Ouais, je crois que c'est YouPorn. Je crois que c'est YouPorn. Je suis pas sûr, qui a été fondé par un Belge, un Flamand, je pense. Je pense qu'il y a- Revendu. Il avait même fait il y avait un article sur lui parce que le mec est genre un peu détesté, on va dire, enfin admiré par certains, détesté par d'autres. Et je me souviens qu'il y avait eu un article sur lui sur toute l'histoire de ce business-là et comment il avait réussi à faire ça avec ses partenaires. Puis il est devenu Business Angel, je pense, en Belgique. Bon, je sais pas trop ce qu'il est devenu. Je sais pas trop ce qu'il fait maintenant. Mais ouais, j'avais entendu parler de ça. Bon, allez, on move. On C'était ton move idée des trucs green. ou tu veux pitcher un truc après? Non, 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 c'est genre, j'avais envie de parler de ça, quoi. Genre, Tu c'était l'avais une prévu idée à que j'avais l'avance? notée. Ouais, Ah, mais putain, heureux hasard. mais c'était, ouais, non, Genre, c'était pas prévu. Je te jure, c'était pas les prévu. esprits cringe se rencontrent comme les grands esprits, apparemment. Bah, écoute, alors moi j'enchaîne. On parlait de jeux juste avant. Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, le truc le moins cringe possible, ce serait de faire. Et je sais qu'il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là où il y a des influenceurs, des créateurs de contenu, des stars qui font des mini-jeux à leur effigie, des mini-games à leur Mhm. effigie. Ce serait de faire un mini-game à l'effigie de toutes ces starlettes en passe de devenir star. Ça, ce serait un truc hyper bien. Et sur la même thématique que ce que tu m'avais pitché De juste ouf. avant. En vrai, quand je t'ai parlé du studio des trois mecs là qui faisaient des jeux un peu not safe for work, qui fait la même chose mais avec ton actrice préférée, quoi. Hmm. Et c'est-à-dire que tu es fan de Belle Delphine, bah, tu as un petit jeu Belle Delphine où tu simules Tu le dois fait la que tu dois pécho, la draguer ouais, et la ouais. pécho. Grave. Et il doit certainement y avoir des studios qui ont pensé à ça et qui sont maqués avec ce genre de. Enfin, ça doit se faire certainement. Ça doit se faire certainement. Mais ouais, de ouf. Ok. Alors moi, je vais parler d'un jeu qui est, pour le coup, pas du tout dans ce style-là. Et en fait, c'est pas vraiment du jeu dont je veux parler, c'est de l'histoire de l'indie dev qui a développé ce jeu-là. Donc, il s'appelle David et il a une chaîne YouTube qui s'appelle Game Dev Unlocked. Et c'est la vidéo sur laquelle je suis tombé il y a 6 mois et qui m'a presque donné les larmes aux yeux tellement c'était magnifique. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui a fait des études classiques pour devenir monteur, caméraman, une histoire dans ce style-là, donc un créatif, et qui s'est retrouvé dans un bureau où il s'emmerdait. Et là-bas, il a découvert Unity. Donc Unity, c'est un moteur de création de jeux, si je peux le résumer comme ça, qui permet à des devs et des non-devs de créer des jeux à partir de plein d'éléments, de librairies d'assets, etc. Et il avait déjà, en son enfance, il avait déjà développé des jeux, etc. Et la passion lui est revenue quand il a découvert vraiment cette espèce de plateforme qui est enabler pardon, pour des non-devs et des devs pour faire des jeux. Et il a recommencé à pousser des jeux, donc il en a poussé un qu'il a vendu il a vendu 5000 copies. Ça lui a permis de quitter son ancien taf. Il est allé rejoindre un studio de VR dans son bled aux États-Unis. Et là, il a commencé à travailler sur son jeu qui a été son plus grand succès jusqu'à présent, qui s'appelle The First Tree. Il a vendu à l'époque de la vidéo, donc elle date déjà d'il y a plus d'un an, pour 150 000 euros, 150 000 dollars de jeu. Il est distribué sur Xbox, sur PS4, sur Nintendo, sur Steam. C'est un jeu d'exploration à la première personne, où en gros tu incarnes un petit renard qui se balade sur une map et qui suit une histoire. Et l'histoire de ce mec est absolument incroyable. Je trouve ça génial de partir d'un domaine qui n'est pas du tout dans le game dev,
d'avoir fait un premier jeu, ce qui lui a permis de quitter son taf, et puis ensuite, dans son second taf, en travaillant chaque soir sur son jeu, il a réussi à sortir un jeu qui a été acheté par des dizaines de milliers de personnes et qui fait pleurer les gens. Parce que c'est un jeu vraiment où il y a un storytelling, où il y a une histoire qui est très émouvante. Et tout ça, c'est avec un petit renard qui se balade dans la neige, dans la montagne, tu vois. Et tout ça, c'est sans code. Donc, il a utilisé un truc qui s'appelle Playmaker, j'ai jamais testé, qui permet en fait de designer visuellement la logique de ton jeu au lieu de la coder. Et il dit en fait, c'est Playmaker plus 1 million de recherches Google qui m'ont permis de faire ce jeu. Et je trouve que c'est tellement représentatif du monde dans lequel on vit. Non seulement parce qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux en y passant assez de temps. Deuxièmement, parce qu'au final, il n'y a que l'histoire qui compte. Le produit, en fait, le produit, l'expérience, etc., ça fait partie de l'histoire que tu racontes. C'est juste ça, en fait. Et je trouve ça très fort que ce type-là, tout seul, ait réussi à pousser son jeu jusqu'à la fin et à le pousser en ligne et à être acheté, distribué, passé dans les conférences, etc. Et la troisième leçon que j'en ai retenue, c'est qu'aujourd'hui, avec Game Dev Unlocked, il apprend à d'autres game dev juniors à faire exactement la même chose que lui de façon indépendante. Donc, il vend une formation avec une communauté, avec des vidéos, etc., où il t'amène en fait de l'idéalisation, de l'idéation de ton jeu à la publication, puis ensuite à la distribution, avec une grosse partie marketing, parce que finalement, c'est ce qui fait le mieux aujourd'hui. Et ce type m'a vraiment ému quasiment jusqu'aux larmes quand j'en ai entendu parler et que j'ai vu sa vidéo. Je mettrai le lien de la vidéo parce que franchement, ça vaut la peine. Elle a été vue 1 600 000 fois. Il a 135 000 abonnés sur sa chaîne. Et il est d'une humilité qui est... je ne sais pas si elle est fake ou pas, mais en tout cas, elle paraît tellement... Elle est saine, tu vois. Et ça fait du bien. Ça change en fait de l'entrepreneur qui monte sur tu vois, le winner de A à Z, là, qui a tout réussi dans sa vie. Le mec, là, et tu vois bien, il est un petit peu gros, il est un petit peu tout seul devant son ordi, il a un enfant, il raconte son histoire et t'es directement en empathie avec ce type. Et je te l'avais envoyé, je ne sais pas si tu l'avais regardé ou pas. Tu m'as dit, vas-y, développe ton jeu. Non, tu me l'avais envoyé à l'époque et j'avais regardé plusieurs vidéos. C'est pas un mec qui vivait à Berlin, non? C'est un autre que tu m'as envoyé. Non, toi, tu m'avais parlé d'un mec qui vivait à Berlin qui faisait aussi ses propres jeux tout seul. Ouais. Et moi, j'ai une phase où je regardais beaucoup de vlogs de mecs comme ça. Ils sont là avec leur caméra, leur chat, leur tasse de café devant Exact. leur ordi en train de développer. Puis ils disent aujourd'hui, je vais faire les courses. Il prend son caméra, il va faire ses petites courses, il rentre et fait allez, c'est la suite. Aujourd'hui, je développe les arbres. Et il est là En et fait, pendant des c'est heures, un il fait les arbres. lifestyle lofi, en fait, tu vois. Je trouve que c'est un Exactement, ouais, lifestyle avec qui est vraiment lofi. Ouais. une petite musique en mode le soir, le coucher du soleil, t'es là, t'es chill, quoi, tu vois. Ouais. Non, grave, grave. Et Je alors, pense que tout ce... c'est Vas-y, le pardon. futur, je pense. Vas-y. C'est le futur. Non, mais tu vois, Non, mais je vois ce que tu veux dire. la créativité par-dessus tout, au-dessus de la Alors, technique, au-dessus de tout le reste, je pense que c'est un mouvement de fond qui va faire que s'accentuer. Si tu regardes Webtoon, c'est la même chose. ouais. Même Alors, dans une autre mesure, les meufs dont tu parlais allez, putain, je fais semblant d'avoir oublié, OnlyFans. mais OnlyFans. Ok. Tu vois, c'est aussi Non, la ouais, créativité. de ouf, Et de ouf. creativity is queen. Ouais, Vas-y. et j'ai plusieurs trucs à dire là-dessus. C'est très intéressant parce que j'avais été, c'était il y a 4 ans, je pense, 4-5 ans, j'ai été sélectionné pour un truc trop cool, où en gros, tu sais de quoi je parle. J'étais envoyé au Canada, assister au Web Summit et à un autre truc, où en gros, pendant une journée, tu choisissais un thème et on te baladait dans des entreprises de ce thème-là. J'avais choisi le gaming et donc on nous avait amené chez Ubisoft, dans les bureaux d'Ubisoft, on nous avait amené dans un incubateur qui incube que des indie devs de jeux vidéo. Et d'ailleurs, au premier étage, je me souviens, il y avait l'équipe, à ce moment-là, ils étaient 4 d'un jeu qui s'appelle Project Darwin Project.
qui est un FPS auquel après j'ai joué pendant longtemps. L'équipe a grossi, tout ça, et après ils sont devenus un peu connus. Et je me souviens que le mec qui gérait cet incubateur, qui est un des endroits les plus connus au Canada autour du gaming, sachant que le Canada c'est un peu une des capitales du gaming avec Berlin, euh, euh, nous expliquait la naissance, il essayait un peu de nous mapper le marché du gaming. Elle nous expliquait c'était quoi les grands studios de développement qu'on avait vus juste avant. Donc, on parlait d'Ubisoft. Ubisoft, ils sont là. Oui, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Historiquement, voici comment ils ont grandi. Voici comment ils sont dispatchés. Voici leur stratégie d'acquisition des petits studios. Et ensuite, il y a les indies. Galèrent beaucoup plus, démarches plus intéressantes, moins de distrib, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de laisser-passer. Euh, et, 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 et du coup, il essayait un peu de nous expliquer tout ça. Il nous expliquait aussi les galères qu'avaient ces boîtes-là, donc les tout petits studios à, à se marketer, parce que c'était des très bons développeurs. Des fois, ils faisaient des jeux magnifiques, mais c'était des quiches en marketing, d'où le fait. D'ailleurs, souvent, c'était une des raisons pour lesquelles ils se faisaient acquérir dans les deals. C'était en mode, oui, mais nous, c'est distribué, pas vous, vous savez créer, donc continuez à créer, nous, Ubisoft, on distribue. Donc voilà, il y avait plein de choses comme ça, super intéressantes, qui nous expliquaient. Et surtout, il nous expliquait, et c'est la première fois que j'ai entendu le mot indie, indie dev. Le mot indie dev, exactement. Et donc, il nous expliquait c'était quoi un indie dev. Et donc, c'était un peu un mec solo ou max à deux qui voulait pas du tout suivre le modèle d'un studio et qui essayaient, à côté de leur taf, de développer un jeu vidéo avec leurs propres moyens, très souvent autodidacte, pas de formation, et vivre de ces jeux-là. Et donc, le mec nous citait des jeux, mais je me souviens qu'à l'époque, genre, c'était très peu de. Enfin, il nous citait des jeux, genre pas connus, mais des mecs en mode, même qui étaient là d'ailleurs dans l'incubateur, genre qui faisaient 30, 40K par an, tu vois, genre les mecs étaient en galère totale, mais voilà, ils faisaient leur petite thune, quoi, tu vois. Et, quelques temps après, sur Twitter, il y avait le mec qui a créé la plateforme Indie Hackers, qui venait à peine de créer la plateforme Indie Hackers. C'était tout dégueulasse tout au début. Moi, je m'étais inscrit, je me souviens, j'étais dans les 50 premiers inscrits, j'étais trop content. Courtenay, là, le mec, il avait 100 followers. Genre, je lui envoyais des messages, je chatte avec lui, je dis ouais, si tu veux de l'aide et tout, je me souviens à l'époque. Et il avait fait un tweet en mode euh, pour moi, un indie hacker, c'est la transposition dans la tech de ce qu'est un indie dev dans le domaine du gaming. Et donc, il faudrait retrouver ce tweet, mais il avait fait un parallèle, step by step, en quoi un indie dev dans le gaming, c'est exactement ça a exactement les mêmes propriétés qu'un indie hacker selon lui, et en quoi les problématiques sont les mêmes. Alors, c'est très souvent les mêmes. Les mecs, c'est des quiches en distrib. Ils font des très belles choses, mais ils ne savent pas distribuer. Et du coup, voilà, il listait les choses. Et donc, déjà, tout ça pour dire ça. C'était un peu long tout ce que je viens de dire, mais tout ça pour dire ça. Et ça fait des années, tu vois, où le mec avait fait un parallèle, et je trouvais ça super intéressant comme parallèle. Et aussi, un autre truc que je trouve intéressant avec ce que tu viens de dire, il a combien d'abonnés sur YouTube? 135 000. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'écoutais aujourd'hui, c'était ce matin, je pense, un YouTuber français qui a plus ou moins 2 millions d'abonnés sur YouTube et qui annonçait faire 40 000 euros de CA tous les mois. Je trouvais ça très, 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 très bas. Vraiment, 40 000 euros par mois de CA, c'est que dalle. Avec 2 millions d'abonnés, enfin, je veux dire, tu as une audience de 2 millions de personnes, mec. Genre, tu es censé faire le triple, le quadruple, c'est pas, enfin, tu es censé faire beaucoup plus. Mais c'est juste la AdSense. Non, tout confondu. Il disait, dans ma boîte, tous les mois, je fais rentrer 40K, quoi. J'étais là en mode, c'est rien du tout. Enfin, tu vois, ça me paraissait vraiment chelou. Il doit certainement mal faire les choses pour gagner si peu. Après, il a 2 millions d'abonnés. Je pense qu'il doit être bien conseillé aussi, mais ça me paraissait très bizarre. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que tu me dises qu'il avait quoi, 150, je sais pas combien, là, le mec du gaming, là. Enfin, Il a le fait youtubeur 150. Tu parles de Non, quoi, non, des non, ventes? d'abonnés sur sa chaîne YouTube. 135 000. 135 000. Il vend des cours et un jeu. Et je trouve ça génial. Et je suis sûr que le mec, simplement en vendant des cours, en ayant presque 10 fois moins l'audience de l'au-delà qui a 2 millions, doit certainement faire beaucoup plus d'argent que ce que le youtubeur dont je vous parle fait. Je ne sais pas combien coûte sa formation. Je ne sais pas quel est le pourcentage de conversion des gens sur son audience des 135 000. Mais je suis sûr qu'il doit faire beaucoup plus d'argent que ce mec qui a 2 millions.
parce qu'il a compris que son audience, c'est une audience qui a envie de faire la même chose que lui, qui a envie de développer son propre jeu, même si peut-être ne le feront jamais, mais ils ont envie d'avoir ce sentiment d'avoir appris à faire un jeu et ils vont acheter cette formation. Et je pense que ce mec-là doit faire, j'ai pas les chiffres, j'en sais rien, c'est très, tu vois, je m'avance beaucoup. Je pense qu'il doit faire beaucoup plus de thunes que ce mec-là, que le mec à 2 millions dont je vous parle. Et tout ça pour dire que c'est très malin de sa part de ne pas être resté dans sa bulle de gaming et de dire je vais faire que des jeux vidéo et je vais essayer de vivre de mes jeux vidéo et je vais faire que ça, mais de se dire tiens, comment je peux créer un produit supplémentaire qui pour moi n'est pas complexe à développer, qui peut répondre à mon audience et ça avec lequel je peux faire de la thune et donc il a développé un jeu vidéo. Et je trouve ça, Il un a jeu compris que vidéo, c'était un galère. cours. Et je trouve ça génial, dans le sens où il a pris une force qui était la sienne, il a compris toutes les galères dans cette force-là, il s'est dit, je vais peut-être arrêter de me buter, d'essayer de faire des jeux et de gagner des millions. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire ça pour le kiff, mais Mhm. financièrement, je vais m'assurer en vendant autre chose. Et cette stratégie, elle est trop maligne. Et c'est pour ça aussi que je kiffais le mec dont tu parles. Je savais qu'il vendait des cours, je n'avais pas son audience. Mais quand j'avais vu ça, je me suis dit, putain, enfin un mec malin, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est comme tout, hein, dans tout ce qui est créatif, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et en fait, quand tu as même eu un succès, tu pas sûr du succès que tu vas avoir derrière. Et quand tu as une famille à nourrir, et ben, à un moment, tu essayes de te rabattre sur des trucs un peu plus concrets et plus réalisables. Et je pense que c'est exactement le délire qu'il a eu. En fait, c'est la vidéo un peu ouin-ouin où il parle de sa trajectoire en tant qu'indie game dev. Et ben, c'est exactement pour vendre à la fin sa formation. Donc, mais Ouais. quand même drôle de contexte parce que j'ai vu là. Après, c'est cool, hein, c'est cool, c'est pas drôle. Mais genre, il dit si vous avez besoin d'argent, etc., je peux vous faire des prix. Enfin, tu vois, il a l'air un petit peu de s'excuser de faire de la thune là-dessus, quoi. Et je trouvais ça déjà étonnant de la part d'un Américain. Et ensuite, parce que bien sûr que oui, je suis plein d'a priori sur les Américains, mais oui, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, c'est même plus que pas mal, c'est génial. Non, non, c'est Allez, génial. next Et, one, parce que bah, c'est cool, là. T'as pas un dernier truc, là, à nous balancer? J'ai pas de... moi j'en ai un, si tu veux, un tout petit, enfin petit, qui va te faire kiffer. Ouais, après, moi, j'aurais un site que j'ai envie de vous montrer, enfin, de te montrer, et puis les autres iront voir. Mais vas-y, dis-moi ton truc, Ok, et puis... juste moi dans 20 minutes je dois être parti, voilà. Vas-y. Très classe. Alors, donc là je suis aux Canaries avec un pote et il m'a fait découvrir une série Netflix qui feature 100% Headspace. Je ne sais pas si tu l'as vu, je ne sais pas si c'est apparu dans ta suggestion, mais donc Non. Headspace a fait une série en 10 épisodes de 20 minutes chacun, où ils t'apprennent à méditer en fonction d'une émotion sur laquelle tu veux agir. Et pour reprendre l'histoire de la dame aux échecs, je pense que ça a eu en termes de brand awareness, un truc extraordinaire pour Headspace. Parce que lui, en l'occurrence, n'avait jamais téléchargé l'application avant, sa copine non plus. Ils se sont tous les deux mis dessus. Et moi qui venais d'acheter Calm, je me suis dit, putain, T'as regretté. je regrette, Sachant que j'aurais dû Calm, prendre c'est le plus Headspace. gros compétiteur des Space. C'est les Ouais, deux gros sur le marché de la méditation. ouais. Alors, du coup, je suis allé voir un petit peu pour comparer. En 2013, ils font tous les deux 100 000 euros de CA, donc Calm et Headspace. En 2019, Headspace fait 100 millions, tandis que Calm fait 150 millions. La Mhm. valuation de Calm, c'est 1 billion, tandis que Headspace, on ne sait pas trop si elle a la valuation et le statut unicorn déjà. Je trouve ça génial. Euh, et j'ai l'impression, en tant qu'utilisateur, que Headspace est 10 fois mieux. Et que c'est fait avec beaucoup plus d'authenticité, tandis que Calm, là, grosso modo, il y a Matthew McConaughey qui vient me raconter des histoires en me chuchotant dans les oreilles, suivi d'Eva Longoria ou je sais pas qui. Tu vois, c'est un peu parti dans tous les sens. C'est plus vraiment juste de la méditation, c'est plus... En fait, ils ont agrandi leur marché en disant, OK, on faisait de la méditation à la base, maintenant on fait aussi un peu plus de sérénité. À mon avis, c'est le yoga un jour, tu vois, c'est vraiment juste, ça devient presque spirituel en fait, Calme. Tandis que Headspace, c'est vraiment en mode vraiment gamifié de A à Z, quoi. Tu as une étape, deux étapes, trois étapes, etc. Donc voilà. Est-ce que toi, tu médites toujours? Si oui, combien de temps par jour? Non, je ne médite plus. Tu t'es inscrit à Vipassana ou pas? Pas encore, mais je sais que c'est dans mes plans là, cette année. Ok, Vipassana, c'est une retraite de 10 jours
pour se refermer sur soi-même et Se peut-être même refermer. se Se refermer sur refermer sur soi-même le... et s'ouvrir au monde Ouais. à la fois. Et Là, il vient de se trahir recentrer. exactement comment il a vécu l'expérience, là. Exactement. Non, se recentrer sur soi-même Ouais. et après s'ouvrir un peu plus sous un autre angle. Écoute, non, très peu discipliné sur ce sujet-là. La méditation, très très peu. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a offert un accès à un programme de respiration. Wim Hof, vous connaissez peut-être ce genre de choses. C'est comment tu peux canaliser un tas de problèmes liés à l'anxiété, le stress, etc. à travers ta respiration et aussi des vrais problèmes physiques. Et c'est une mode en explosion depuis quelques années. Et donc, il y a un mec qui a un programme comme ça aux US. Il m'a invité dans son cours là. C'était trop cool. J'ai fait le premier module. J'ai grave kiffé. J'étais en PLS à la fin de la première session alors que je n'ai fait que respirer. Après, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mec, il passe un truc, tu m'expliques. Il m'a pris sur Zoom. Il m'a fait un cours d'une heure de biologie pour m'expliquer pourquoi j'avais eu ces sensations-là tout bizarres. Et non, je médite plus. Ceci dit, Headspace et Calm, si on parle un peu en termes business, ils ont réussi à faire quelque chose de magique, c'est qu'ils ont réussi à percer dans le domaine du mental health, alors wellness health, ça dépend comment tu le mets, et alors qu'il y avait presque pas il y avait personne quoi. Genre Et sur ce ça paraît tellement marché-là, obvious à il y avait posteriori. nobody. Oui, mais il y avait personne. Eux, là, Ouais. ils ont percé. Il y a plein d'autres incubants qui se lancent. Et c'est une question, c'est intéressant aussi au niveau de time to market. S'il y a 5 ans, tu me disais, ouais, je vais sortir une app qui permet de, je sais pas moi, de, de gérer ma consommation des réseaux sociaux, je t'aurais dit, mon coco, c'est cool. Je ne sais pas déjà si tu vas avoir des gens qui vont payer pour ce type de service. Et puis, même si ils vont payer pour ce type de service, si tu penses à très long terme, qu'est-ce que tu vas faire de cette boîte? Est-ce qu'un jour, quelqu'un peut te racheter? Je t'aurais dit non. Aujourd'hui, tu as un public qui est éduqué, encore une fois. Tu as Headspace et Calm qui ont éduqué le public sur le fait d'utiliser de la technologie et de payer de la technologie pour se faire du bien mentalement. Donc ça, c'est déjà un marché éduqué. Et deuxièmement, tu as enfin des boîtes qui peuvent faire de l'acquisition. C'est-à-dire que tu as enfin une boîte qui, si toi aujourd'hui tu lances une boîte de déconnexion de réseaux sociaux, dans 5 ans, si tu fais tout bien, ou si tu fais un maximum de choses bien, tu peux potentiellement, tu sais que tu as quelqu'un qui peut te racheter. Tu as Headspace ou Calm qui peut te racheter. Parce que les mecs, c'est des billions, ils vont continuer à grossir, ils vont commencer à faire de l'acquisition de boîtes. Donc, je trouve ça cool qu'on ait enfin des boîtes qui pèsent assez que pour se dire, OK, en fait, maintenant, je peux laisser de la place un peu aux petits qui vont rentrer et dès qu'ils grossissent assez bien, je peux commencer à faire de l'acquisition de ces boîtes-là. Et donc, ça donne de l'espoir à pas mal d'entrepreneurs qui démarrent des boîtes avec des visions acquisition. C'est peut-être pas la façon que moi j'aime le plus qu'on lance une boîte de se dire, tiens, je vais me faire acquérir dans 5 ans. En tout cas, savoir que dans un coin de la tête, un jour, quelqu'un peut t'acquérir, c'est bien, contrairement à 5-10 ans d'ici, en fait, personne n'aurait pu te racheter parce que qui s'en foutait de la méditation, quoi? Personne. Donc voilà. Vas-y. Et ton Non, site, c'est non, quoi? c'est cool. Ouais, dernier truc, là, je drop ça comme as. Le site, c'est tape sur Google, enfin dans ta barre de recherche, Neal, Neal, .fun, F-U-N, printing money. Non, je vais te l'envoyer. Tu sais quoi, je vais te l'envoyer plutôt. Et je la mettrai parce que tu vas pas le trouver. Tiens, je te l'envoie Neil.fun, mais ici. si, justement. Je l'ai. Ça s'appelle Google, c'est magique, hein. C'est quoi? Alors, printing money, ok. Teacher, software engineer. T'es dessus là? Ouais, ouais, je suis dessus. Ok, ok, ok. En gros, c'est un site, je trouve ça trop cool. En gros, ça te dit, en termes de billets et en termes de taux horaire, qui fait quoi. Et en gros, tu te balades sur le site et tu vois c'est quoi, combien un teacher gagne, combien un software engineer gagne de l'heure, combien un CEO d'une boîte des Fortune 500 gagne, combien génère Twitter, etc., etc. Et en fait, c'est des billets, c'est des liasses de billets des liasses de billets qui tournent, qui tournent, qui tournent. Et la toute dernière, c'est le déficit des États-Unis, qui est le plus grand de tous.
Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est Amazon. Quand tu regardes le revenu d'Amazon, c'est 32 millions de dollars par heure. Et quand tu vois les liasses comme ça passer, et en fait, ça, c'est genre de l'argent qui est en train d'être généré quoi, devant vous, devant vos yeux. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est l'appétit visuel que ça donne quand tu vois cet argent circuler. Tu sais, quand je te dis, OK, un joueur de foot, il fait X millions par heure, tu te dis, OK, cool, ça paraît énorme. Mais quand tu vois les billets défiler, et en fait, ça, c'est l'argent qui est en train de rentrer sur son compte bancaire, ça fait tout bizarre, quoi. Voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Ça me fait penser à un autre truc dont on parlera une autre fois. C'est la visualisation des données. C'est un des trucs les plus parlants. Enfin, c'est la définition même de visualisation. Visualize value, par exemple, c'est exactement ça qu'ils offrent comme proposition de valeur. Ouais. Je trouve que c'est fait un petit peu en mode designer avec des nœuds dans la tête, comme j'aime bien dire. Faudra qu'on parle de lui Ouais. Mais je dans pense le que tu en as podcast. brièvement parlé, mais oui, on en parlera. Et ouais, c'est tellement plus parlant quand tu vois un truc comme ça. De ouf. Donc voilà. C'est tout. Moi, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait des sites web, alors peut-être parce que je suis un malade que je tombais là-dessus, mais qui montraient en temps réel combien de minerais étaient minés sur Terre, combien de barres Putain, non. d'or Non, ça me dit étaient rien. sorties. Ah, si tu nous retrouves ça, mec, vas-y. Hein. Moi, non, je connais pas, C'était mais ça doit aussi être trop genre kiffant. combien d'arbres brûlent ou est coupé et tu vois un terrain de foot là qui grandit, etc. Enfin, tu vois, mais c'était moins bien fait, c'était un petit peu en mode site web des années 90 quoi, mais c'était pas mal, enfin début des années 2000. Bon, Voilà. t'as une conclusion? Non, je fais pas de conclusion. C'était cool. Épisode 9, c'est bouclé, je pense. Ouais, C'est bouclé. Comme d'habitude, commentez. follow. Ouais. Il faut commenter, il faut liker la vidéo, il faut s'abonner, évidemment. Je vais faire un truc supplémentaire, appuyer sur la petite cloche. Je sais pas où elle est, mais appuyez sur la cloche. Je à tous les youtubeurs. Rejoignez la communauté farmspot.co, c'est dans la description. Mhm. Et n'hésitez pas aussi à nous follow sur les réseaux sociaux. On est principalement sur Twitter. On n'a pas encore de réseaux sociaux pour FarmSpot. On a nos propres réseaux sociaux. Et je ne sais pas si on a envie maintenant tout de suite de créer un réseau social dédié, enfin un compte dédié à FarmSpot. Mais venez nous suivre sur les réseaux. On partage des trucs, on retweet des choses. Des fois, il y a un suivi de ce qu'on ce qu'on dit pendant le podcast. Et des fois, vous pouvez aussi voir en avant-première de quoi on va parler. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et C'est probablement un de tout ces pour jours moi. on fera un live Q&A, on en a déjà parlé. Ouais, il faut faire un live Q&A. En fait, j'ai envie de le faire sur Clubhouse, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de monde à Clubhouse. Donc je me dis, est-ce qu'on fait juste un live sur les réseaux? Je sais pas, je vais voir. On verra. Aucune idée. Juste pour conclure, au tout début de la conversation, tu parlais de Rally. Rally, c'est enfin, un token sur lequel on a investi un petit peu. Ouais. J'ai vu sur leur Twitter qu'ils partageaient des liens Google Meet pour leurs assemblées. Donc en gros, ils font une assemblée gouvernance et toute personne qui passe peut cliquer sur le lien et rejoindre l'assemblée de gouvernance, etc. Mais c'est d'office mute, je pense. Et ça peut être un petit trick si les gens n'ont pas accès à Clubhouse. Moi, je peux inviter quelqu'un là, je peux juste inviter une personne, donc ça va pas nous avancer. Mais t'as invité où? Sur Clubhouse, tu veux dire? Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, je peux inviter 3 personnes encore, 3-4. Mais c'est galère, quoi. Il y a trop de monde, là. Et tu sais, on est presque 100, là, sur la communauté. Oui, Ça plus va de être chaud 100, d'inviter tout le monde. beaucoup plus de 100. En tout Ouais, cas, ça va être ouais, on est à plus de 120, je pense, dans les personnes invitées, ouais. Donc ça va être chaud, quoi. Mais bon, on va voir, on va voir. On va Ok, voir. Mais c'est sûr qu'on va le faire. Cool. ok. Je te laisse. À la semaine pro. Kiffe encore bien dans les Canaries, là, et à la semaine pro. Ouais, allez, ciao. Ciao, ciao. Merci.